Sarah est née au Sri Lanka il y a 37 ans. Quand un couple suisse-allemand l'adopte, elle avait à peine un mois. Longtemps, elle n'a pas pensé à ses origines. Et puis, petit à petit, le besoin de chercher ses racines est devenu vital. C'est un processus qui se développe pendant des années. C'est un peu comme tes petites aiguilles qui te piquent dans certains moments. Et tu ne veux pas trop te réfléchir pourquoi tu as mal. Avec le temps, j'ai remarqué, peut-être aussi avec mon métier de sage-femme, j'ai vu tellement d'accouchements, j'ai accompagné tellement moments magiques où une maman, elle prend son bébé dans les bras et ça, j'ai jamais eu. Il m'a jamais raconté quelqu'un toutes les émotions. Ça, c'est un album avec les photos de classe. Ce manque n'a fait que grandir. D'autant plus qu'avec ses parents adoptifs, les relations ne sont pas bonnes. C'est en fondant sa propre famille qu'elle a trouvé la force d'affronter son passé. La stabilité que mon mari et mes enfants me donnaient, ça m'a donné la possibilité de lâcher et d'aller plus profondément. Et ce moment-là, c'est sorti ce besoin de chercher de où je suis. Les enfants, ils ont commencé à poser aussi la question, mais maman, ta maman, où est ma grand-mère? Tu as des sœurs, des frères? Voilà, et tu n'as pas de réponse. Sarah ne sait rien de cette mère sri-lankaise, ni pourquoi elle l'a abandonnée. De ses premières semaines de vie, elle n'a qu'une photo en noir et blanc à laquelle se raccrocher. Et encore, elle n'est pas certaine que ce bébé, c'est bien elle. En mars 2017, Sarah part sur les traces de ses origines. Mais le voyage vire au cauchemar. Elle découvre que ses papiers ont été falsifiés. Au Sri Lanka, elle n'existe nulle part. C'est dans ce quartier pauvre de Colombo que Sarah retrouve finalement l'adresse de la femme qui figure sur son acte de naissance. En décembre 2017, elle frappe donc à sa porte. Nous sommes arrivés dans cette maison, toute la famille dedans. Et on a expliqué la situation, qu'on cherche cette personne. Tout d'un coup, elle est venue avec son passeport. Elle a dit « Oui, c'est bien moi ». Elle a dit aussi tout de suite « Oui, je ne suis pas ta maman ». Pourtant, Sarah se sent bien avec cette femme chaleureuse. Elle est sûre que c'est sa vraie mère, mais qu'elle n'ose pas le dire devant sa famille. Je ne voulais pas croire et j'ai dit mais j'ai besoin quand même d'un test ADN. Et elle était prête de venir avec moi dans son laboratoire et on a fait le test ADN avec une prise de sang. Et j'ai voulu croire que c'est ma mère. Et aussi sur les photos, on cherche tous les détails, les yeux, le nez, le front, la bouche. Et j'ai voulu croire que ça c'est ma famille. Seulement aussi pour me dire maintenant je peux arrêter de chercher. Et quand je suis retournée en Suisse, le résultat est arrivé et elle est à 100% pas ma mère biologique. Cette femme avoue alors l'impensable à Sarah. Elle a fait semblant d'être sa mère au tribunal. À l'époque, une inconnue lui a donné une centaine de dollars pour signer les papiers. Elle n'a jamais même rencontré sa vraie mère. En première réaction, j'ai pensé « Ok, maintenant je dois accepter que je ne l'ai jamais trouvé, ma famille ». Et je suis tombée, j'étais vraiment malade pendant une semaine et j'ai eu mal, c'était une douleur, c'est une douleur intérieure du corps. Et là, j'ai réalisé, ça c'est vraiment cette grande blessure qui est profonde. Comme Sarah, Olivia recherche aussi désespérément sa famille sri-lankaise.
Elles se sont rencontrées grâce à un test ADN. Il a révélé qu'elles sont des cousines éloignées. C'était une coïncidence vraiment très heureuse. On a grandi dans la même culture. On parle la même langue. Ça permet d'être beaucoup plus proches. Quand vous ne connaissez personne du même sang, ça a peut-être l'air fou, mais vous pensez que vous êtes peut-être tombé du ciel. C'est pas rationnel, mais avoir la preuve que vous avez de la parenté quelque part, ça donne la certitude qu'il y a de la famille et qu'il y en a peut-être toujours. Ce sentiment de venir de nulle part a pesé sur Olivia pendant toute sa jeunesse. Pourtant, elle a grandi dans la région de Zurich avec des parents adoptifs aimants. C'est à la trentaine, en lisant un article sur le traumatisme de l'adoption, qu'elle a enfin pu mettre des mots sur son profond malaise. Je me suis vraiment reconnue. J'ai été assez choquée. Ça m'a appris tellement de choses sur moi-même. J'ai pu me débarrasser de beaucoup de honte que j'avais accumulée jusque-là. Pourquoi de la honte? Parce que j'ai toujours pensé que j'avais un vrai problème. Que j'étais comme cassée ou que j'étais une mauvaise personne d'avoir les sentiments que j'avais. Et tout à coup, il y avait une explication. J'ai su que c'était naturel. Excusez-moi. J'ai su que toutes ces choses que je ressens sont une conséquence naturelle de la séparation, de ce qui m'est arrivé à la naissance. Il y a 2 ans, cette prise de conscience lui donne le courage de partir seule au Sri Lanka à la recherche de ses origines. Mais rapidement, elle réalise qu'il n'y a aucune trace de sa naissance. J'ai suivi tout ce qu'il y avait sur mon certificat de naissance. Le nom de ma mère, la date de naissance, le registre de la maternité où je suis censée être née. J'ai même été dans le village natal de ma mère. J'ai été vérifiée. Mais c'était des impasses. Personne ne savait rien par rapport aux informations que j'avais. Olivia, tout comme Sarah, sait maintenant que son certificat de naissance est un faux. Mais les 2 cousines refusent de baisser les bras. Elles prennent rendez-vous au registre central de l'état civil à Colombo. C'est là que tous les originaux sont déposés. Nos informations ne nous permettent pas de trouver quoi que ce soit et nous espérons qu'il y a quelque chose sur nos certificats de naissance qui pourrait nous mener à nos familles. Vous pouvez nous aider? Le problème, c'est qu'il y a l'ordonnance sur l'adoption d'enfants. Selon une loi de 1946, il faut l'accord d'un tribunal pour voir les originaux. Donc là, je ne peux rien faire pour obtenir mon certificat de naissance. Non, parce que vous êtes l'enfant, d'après le certificat de naissance. Peu à peu, elles comprennent que leurs dossiers sont vides. Donc, sur le papier, je n'existe pas. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant cette période. Je suis tombée du ciel. Pas tombée du ciel, mais... C'est tellement dur d'avoir l'impression de ne pas exister. On est né dans ce pays. Il fait partie de nous, ce pays. C'est la responsabilité des parents, n'est-ce pas? Je ne sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire. Je suis choquée. Sarah et Olivia font partie des 750 bébés adoptés par des Suisses dans les années 80.
En pleine guerre civile, le Sri Lanka était devenu un Eldorado pour l'adoption. Au total, 11 000 enfants sont partis en Europe. La majorité des couples se tournaient vers des agences privées qui offraient une adoption rapide et à la carte, avec possibilité de choisir le sexe, l'âge et même un enfant plus ou moins clair de peau. Pour les couples suisses, il y avait plusieurs filières possibles. Les orphelinats d'État ou tenus par des religieuses, mais avec peu de bébés et beaucoup d'attentes. Du coup, 2 filières privées se sont imposées. En Suisse, Alice Honegger, une intermédiaire officielle basée à Saint-Gall. Au Sri Lanka, Dawn de Silva, une filière parallèle directement à Colombo. Chacune travaillait avec un cabinet d'avocats pour légaliser les adoptions avec des fausses mères. Des réseaux de fournisseurs cherchaient des bébés par tous les moyens. Ils écumaient les villages et les maternités dans une centaine de kilomètres autour de Colombo. Leur cible, les mères célibataires. Parfois, les bébés étaient achetés pour quelques dizaines de dollars. D'autres fois, ils étaient volés à leur mère ou abandonnés sous pression. Alice Honegger a organisé au moins 200 adoptions, principalement en Suisse alémanique. En Suisse romande, les couples se passaient le contact de Dawn de Silva. Plus de 350 enfants seraient arrivés en Suisse par son intermédiaire. Denis et Monica Weisbrot, aujourd'hui retraités dans la campagne bernoise, sont les seuls qui ont accepté de revenir sur cette époque. En 1985, les Weisbrot vivent à Colombier. Déjà parents de 2 garçons, ils veulent adopter une petite fille et entendent parler du Sri Lanka. Il y avait eu justement un couple d'amis du Fotpal. Et puis un jour, ils sont arrivés avec un bébé sri-lankais. Et puis c'était tout mignon, on s'est dit mais ça ferait envie comme ça d'avoir une petite fille ou comme ça. Et puis ensuite, donc, c'est grâce à ce couple que vous avez été mis en contact avec Madame de Silva? Voilà, exactement. On a écrit à cette Miss Dawn da Silva. Et puis bon, elle nous a répondu et puis tout, que c'était tout à fait faisable. Et puis voilà, si on voulait une petite fille, on pouvait avoir un petit bébé. Et puis c'est comme ça que c'est parti, quoi. Ils attendent 10 mois. Durant ce laps de temps, le bébé qui leur est promis change 3 fois. Ça vous a pas semblé étonnant? Mais c'est-à-dire, on ne se rendait pas compte. Hein. On s'était dit, ouais, c'est des pauvres enfants. Puis je pense que on sait pas, en aucun moment on s'est posé la question. Ouais, je sais pas. Comme Miss Dawn da Silva, c'était une avocate aussi, on mesure ça peut-être avec en Suisse. Oui, on fait confiance en nulle part. On s'imaginait qu'il y aurait des choses bizarres, quoi. Dawn de Silva n'est pas avocate. Elle est agente de voyage. Elle propose un programme complet à ses clients, logement, transport, traduction et bien sûr, l'enfant à emporter. Sa famille est influente et bien connectée. Elle exige même des cadeaux pour faire avancer les procédures. Il fallait apporter du whisky et puis des stylos. Ah oui, là, ils savaient. Donc, il y avait du chocolat, puis c'était marqué 18 plaques. Ah, et puis des montres. On s'est trouvé ça bizarre, mais voilà, on s'est dit, c'est nouveau, ils ont un autre fonctionnement. Et puis c'était, disons, pour les démarches se passent plus facilement que pour elles, comme ça leur faisait un petit cadeau, et puis ça passait comme ça. Alors une fois de plus, on s'est dit, eh ben, ils sont leurs coutumes, hein, ils sont leurs habitudes, quoi. Il y en a pour environ 500 $ de cadeaux. Et avant de s'envoler, il faut encore verser 1 500 $. En comptant les billets d'avion, le coût total d'une adoption revient grosso modo à 5 000 $. À leur arrivée à Colombo, on emmène tout de suite les Weisbrot recevoir le bébé promis. On s'est arrêté derrière un grand portail en fer qu'on ne pouvait pas voir par-dessus.
Et puis là, ça s'est ouvert et puis c'était des filles, une après l'autre, qui arrivaient avec des bébés dans les bras. Des tout petits, et puis c'était même frère et sœur, qui était la sœur un peu plus grande. Et puis à la fin, c'est Miss Stone qui est arrivée avec une autre fille. Et puis elle est venue vers nous, qu'on était assis tout devant, puis elle nous a donné donc notre fille dans les mains, puis elle a dit, voilà, pour vous, c'est le plus beau bébé. Et puis c'est vrai que Sandy, elle était presque blanche comparée aux autres enfants. Puis elle était dodue, vraiment bien dodue et tout. Et puis voilà, ça s'est donné comme ça. Donc c'était la première rencontre qu'on a fait avec notre fille. C'était les mamans des bébés qui sont sortis? Non, je pense pas que c'était les mamans. Non, en aucun moment on a pensé que c'était les mamans. Je pense que c'était des employés de Miss Stone. C'est ça qu'on avait pensé parce qu'en fait, les mamans, nous, on les voyait, on n'était pas censés les voir. Les Weisbrot logent à l'hôtel avec le bébé. Il faut attendre 2 semaines pour que les papiers soient prêts. Puis, au tribunal, une femme vient signer l'acte d'adoption. Vous avez eu l'impression que c'était la vraie maman de Sandy? Nous, on n'avait pas aucun doute. Ça ne nous est même pas traversé l'esprit que ça pouvait être autre chose. C'était... Ouais. Aujourd'hui, leur fille Sandy vit dans la région parisienne. Elle est sur le point de devenir mère. Il y a 5 ans, elle est partie à la recherche de sa mère biologique, seule, par peur de blesser ses parents adoptifs dont elle est très proche. Au Sri Lanka, Sandy a découvert qu'elle est née d'une relation hors mariage. Sa tante l'a vendue dans l'arrière-boutique de son épicerie. Ce que j'ai appris, en fait, c'est que ma famille biologique pensait que j'étais au Sri Lanka. Parce que le jour de mon adoption qui s'est faite dans cette arrière-boutique même, c'est un homme qui est venu me chercher, avec qui la transaction s'est faite, si on peut dire comme ça. Donc, eux pensaient que j'étais avec cet homme. C'était un homme d'affaires qui avait de l'argent, donc ils pensaient que j'allais être bien. Cet homme est en réalité un fournisseur du réseau de Don de Silva. Et c'est bien une fausse mère qui a signé l'acte d'adoption. Bah oui, c'est du trafic d'enfants, donc effectivement, non, c'est pas normal. On peut pas jouer avec la vie des gens. À l'époque, les Weisbrot ne soupçonnent rien. En plus, à l'ambassade suisse, on leur donne sans problème un visa pour leur bébé. Pourtant, en 1985, les autorités helvétiques savaient déjà que beaucoup d'enfants adoptés avaient des papiers douteux. Ils ont simplement fermé les yeux là-dessus. Je pense qu'aucun parent adoptif ne s'est plaint, donc pourquoi ce serait important de regarder ça? Dans mon cas, l'enfant sur la photo du passeport sri-lankais, qui m'a permis de sortir du pays, cet enfant ne ressemble pas du tout à celui sur la photo où ma mère me tient dans ses bras pour la première fois. Et maintenant, si on regarde, c'est tellement évident. Donc je me demande, est-ce que personne n'a regardé ou est-ce qu'ils s'en fichaient? À l'époque, il y a pourtant eu un lanceur d'alerte. En 1984, Peter Souter, jeune assistant social, est engagé par Alice Honegger. Envoyé sur place à Colombo, il se rend 2 fois à l'ambassade suisse pour alerter la responsable des visas. Il constate que même en cas de doute, elle laisse passer. Elle a dit qu'elle n'était qu'une exécutante pour l'Office fédéral de la justice et que quand on présentait un acte d'adoption, elle donnait le visa. Mais elle avait aussi eu des cas où la date de naissance ne correspondait pas avec celle sur le certificat de naissance et l'acte d'adoption. Mais elle donnait quand même le visa parce que les parents adoptifs ne pouvaient rien y faire. Indigné par les pratiques de l'ambassade de son propre pays, Peter Souter écrit ensuite un rapport très critique. Au Sri Lanka, il a assisté à des adoptions à la chaîne, à des mascarades de procédures. Il accuse les intermédiaires locaux de s'enrichir et les parents adoptifs d'être sans scrupules.
Les lois étaient très ouvertes, très larges. Il n'y avait pas de loi qui fixait un tarif maximum. Chaque intermédiaire pouvait demander autant qu'il voulait. Il n'y avait pas de limite. C'était le marché libre. Donc, de ce point de vue, c'était certainement immoral et pas éthique. C'était simplement une prestation de service pour des parents adoptifs qui avaient payé beaucoup d'argent et recevaient un bon service. En ce sens, c'était un business, des deux côtés. Mais ce n'était pas pour le bien de l'enfant, c'était pour le bien des parents adoptifs. Peter Suter refuse d'être complice d'un tel trafic. Au retour, il démissionne. Nous avons contacté le fils d'Alice Honegger. Lui-même adopté, il gère toujours sa fondation dans cette maison, au bord du lac de Zurich. Rudi Honegger nous a répondu par courriel. Il défend la légalité du travail de sa mère, mais refuse toute interview ou accès aux archives. Et les autorités suisses ont-elles vraiment fermé les yeux? Pourquoi ne sont-elles pas intervenues? Pour le comprendre, nous demandons l'accès au courrier diplomatique des années 80 entre l'ambassade suisse au Sri Lanka et Berne. Le sujet est sensible. Dans un premier temps, la Confédération nous refuse l'accès. Elle invoque un délai spécial de 120 ans pour ce qui concerne l'adoption. Il faut des semaines de négociations pour que Thierry Hartmann, recherchiste de temps présent, obtienne un accès exceptionnel à ces documents confidentiels. Mais les conditions sont strictes. Interdiction de les copier ou de les photographier. On ne peut prendre que des notes sur place. Ces cartons révèlent un secret bien gardé. Les autorités suisses savaient dès le début des années 80 qu'il y avait un trafic d'enfants donné à l'adoption internationale. Ainsi, en 1981 déjà, un diplomate en poste à Colombo, Claude Oxenbein, s'inquiète. Il écrit dans ses dossiers, au sujet de Dawn de Silva le 12 octobre 1981, « Un jour, cette affaire se gâtera et nous pourrions être impliqués dans ce qui pourrait être un scandale. » 2 mois plus tard, Claude Oxenbein alerte Berne. Un certain Wettstein de l'Office fédéral des étrangers lui répond le 22 décembre 1981. Vous n'êtes autorisé à délivrer le visa que si vous avez la certitude que les opérations préalables à l'adoption se sont déroulées conformément aux dispositions légales locales. Cette directive place le diplomate suisse à Colombo dans une situation impossible. Refuser les documents présentés reviendrait à dire que les tribunaux sri-lankais sont corrompus. Et puis, l'ambassade est mise devant le fait accompli. Les parents suisses arrivent avec les bébés et des actes d'adoption sri-lankais en règle. Alors, que faire? Claude Oxenbein réplique en préparant un rapport très détaillé qu'il envoie à l'Office fédéral des étrangers à Berne. Il dénonce la pression exercée sur place par les parents adoptifs suisses et les classe en 2 catégories. Le 3 mai 1985, il écrit qu'il y a d'une part des parents pour qui l'argent compte ou dont le sens moral est peut-être un peu plus aiguisé, ils s'élèvent contre les exigences des intermédiaires. Et puis, il y a une seconde catégorie de parents adoptifs composée de gens pour qui l'argent n'a pas d'odeur ou d'importance, pourvu qu'ils parviennent rapidement à leur fin. Exemple, un médecin qui déclare à l'ambassade gagner 1000 francs par jour et n'avoir pas de temps à perdre. Quelques jours plus tard, il est reparti tout fier avec son bébé. Écœuré, le diplomate écrit « C'est dire combien certains de nos compatriotes endossent une lourde responsabilité dans ce contexte. » Face au rapport sans équivoque de son diplomate, Berne n'a pas le temps de réagir. Une semaine plus tard, le 19 mai 1982, le scandale des adoptions illégales devient public.
l'Illustré publie un reportage choc. L'article revient sur les filières qui organisent les adoptions privées. Il présente même Dawn de Silva comme l'une des plus importantes marchandes d'enfants de la capitale. Plus loin, le magazine écrit « Devenus de simples produits d'exportation, les enfants à vendre sont presque élevés en batterie, parqués à 5 ou 10 dans des homes que les habitants appellent des baby farms, des fermes à bébés. » Selon l'Illustré, les autorités suisses font la sourde oreille. Pour les douaniers helvétiques, peu importe la manière, pourvu que les papiers de l'enfant soient en règle. C'est aussi la ligne du Conseil fédéral. En juin 1982, Kurt Furgler déclare qu'il y a peut-être un problème au Sri Lanka avec certains intermédiaires locaux, mais pas en Suisse. Durant cette année 1982, malgré les accusations du diplomate à Colombo et les articles dans la presse, les autorités fédérales ne font rien pour stopper le scandale et interdire les adoptions privées. Les parents adoptifs ne renoncent pas non plus à leur désir d'enfant. Avec l'aide d'Alice Honegger et Dawn de Silva, des centaines de bébés sri-lankais continuent à arriver en Suisse durant les 4 années suivantes. Mais en janvier 1987, Dawn de Silva est arrêtée. Elle est accusée d'avoir transformé son hôtel en ferme à bébés. Quelques mois plus tard, le Sri Lanka suspend les adoptions internationales. Il faudra attendre 30 ans, jusqu'en automne 2017, pour que les autorités reconnaissent l'ampleur du trafic. There were a lot of cases of these baby farms. Il y avait beaucoup de cas de ces fermes à bébés. On en a découvert une dans mon district, près du bord de mer. Et ils ont fait une descente de police et arrêté des gens. Dans ces fermes à bébés, on rassemblait les enfants et on les vendait aux étrangers. On les donnait à l'adoption. En Suisse, Olivia et Sarah réalisent alors qu'elles ne sont pas seules. Comme elles, une majorité des enfants sri-lankais adoptés dans les années 80 auraient des faux papiers. Elles décident de fonder une association et immédiatement 70 personnes adoptées se sont annoncées. Désormais, elles sont plus de 120. Nous voulions aussi amener la situation au niveau politique, pour être sûr que ça ne se reproduise pas et qu'ils reconnaissent ce qui s'est passé. Juste une reconnaissance, c'est déjà très important. Les autorités suisses, ils ont été quand même au courant de ce qui se passait il y a 35 ans. C'est pas du tout qu'ils ne savaient pas ou ils ne pouvaient pas savoir. Ils se sont dit, voilà, les parents adoptifs, ils ont maintenant leur bébé, tout le monde est content. Ils ne sont pas réfléchis plus loin. C'est une responsabilité que aussi la Suisse doit porter. Et il ne peut pas dire que c'est la faute du pays où les bébés sont nés. Leur appel a été entendu jusqu'au Conseil fédéral, qui a accepté un postulat pour faire toute la lumière sur ces adoptions. L'Office fédéral de la justice a 2 ans pour rendre un rapport. On a en tout cas clairement un devoir de les soutenir dans leur recherche des origines. C'est un devoir qui est ancré dans la loi, qui dérive aussi de la Constitution. Et dans ce cadre-là, va se poser la question de savoir est-ce qu'il y avait eu des illicéités, des irrégularités dans le cadre du dossier en question. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Les adoptés de l'association ont des attentes précises. Concrètement, ils demandent un soutien psychologique et financier à la Confédération pour la recherche de leurs racines. Mais les choses avancent à un rythme fédéral, le dossier n'est pas prioritaire. On n'a pas de moyens supplémentaires en matière de personnel qui nous a été alloué pour la rédaction du rapport. L'équipe adoption est assez restreinte. On est
3 personnes, mais dont aucune ne travaille à temps plein sur ce dossier en particulier. Dans l'immédiat, rien n'est encore mis en place pour aider les adoptés. À Colombo, les autorités souhaitent que les futures demandes passent par la Confédération pour éviter les recherches individuelles. Anybody came to our country, no problem. Tout le monde peut venir sans problème dans notre pays. Le tourisme est une de nos ressources principales. Mais les adoptés qui cherchent leurs parents biologiques doivent passer par leurs autorités centrales, qui transmettront à nos autorités, donc notre service des adoptions. Et si le certificat de naissance est faux, vous pouvez les aider? Non, ça c'est le problème. Si les documents ont été falsifiés ou si quelque chose ne correspond pas sur le certificat de naissance, sans cette preuve écrite, nous n'avons aucun moyen de retrouver les mères. Il nous faut le document précis et fiable pour retrouver une mère biologique. Pour les personnes adoptées dans les années 80, qui ont en majorité des documents falsifiés, il n'y a donc pas grand-chose à attendre de la voie officielle. Elles doivent chercher par elles-mêmes. C'est tellement plaisir de te voir. J'étais tellement impatiente. Tu vas bien? Oui, et toi? C'est le cas de Nathalie, adoptée avec son frère aîné, qui a retrouvé sa mère présumée par ses propres moyens en 2001, avec le soutien de ses parents adoptifs. Elle a besoin de confirmer que c'est bien sa mère biologique. Sarah va donc faire un test ADN pour elle, au Sri Lanka. J'ai quand même eu le sentiment que la personne que je rencontrais était ma mère parce qu'il y avait beaucoup d'émotions, parce qu'elle pleurait, qu'elle était contente de nous revoir. Mais maintenant, je me dis, peut-être cette personne avait effectivement donné 2 enfants à l'adoption, un garçon, une fille, mais il y a encore un petit doute qui reste, que ça soit biologiquement ma mère. Sarah se rend donc dans ce petit village pauvre au nord de Colombo avec un traducteur. Ici, elle a rendez-vous avec la mère présumée de Nathalie. She's asking you to come in. Okay, thank you. Aussi, dans cette lettre, elle demande si c'est OK pour vous de faire un test ADN. Elle dit qu'elle aimerait le faire. Elle dit parce que ce sont ses enfants. Donc, elle aimerait le faire. Il faudra attendre 5 semaines pour recevoir le résultat du test. J'espère vraiment que ça fera que confirmer l'histoire, finalement. Toutes ces années, en fait, finalement, parce que sinon, je pars de zéro. Ça voudra dire que tous mes papiers sont faux. Ça voudra dire que les photos que j'ai déjà montrées à mes enfants parce qu'ils me posent des questions, c'est du vent. Dans ce village isolé, nous arrivons miraculeusement à établir la communication avec la Suisse. Hi. My daughter. Ma fille. She's speaking to you. Hello, my daughter. Bonjour, ma fille. Hello, maman. She wants to see you. Elle veut vous voir, et spécialement vos enfants. She loves your voice. Elle dit qu'elle aime entendre votre voix. She just wants Elle veut juste vous voir. Elle a spécialement répété plusieurs fois qu'elle veut que je vous dise qu'elle n'a pas reçu de l'argent quand elle vous a donné. Elle dit simplement qu'elle ne vous a pas vendu. Elle vient de me redire
qu'elle n'a pas vendu ses enfants. Ouais. Pendant cette conversation, cette femme explique qu'à l'époque, seule et sans ressources, elle est tombée malade. À l'hôpital, une infirmière en contact avec le réseau de Dawn de Silva l'a convaincue de donner ses enfants. J'ai appris qu'elle nous a donné volontairement, mais c'était quand même un choix dirigé. Donc ça aussi, ça fait une énorme différence de savoir qu'elle ne savait pas exactement ce qu'elle faisait et surtout qu'elle comptait nous revoir. Et ça, aujourd'hui, en tant que maman, j'ose même pas imaginer en fait ce que ça a dû être. Vous pensez qu'on ne lui a pas bien expliqué, au fond, ce que ça représentait? Apparemment pas du tout. On ne lui a pas expliqué ce que adoption voulait dire et en plus qu'elle comptait nous revoir. Donc voilà, elle a été pendant une année internée en hôpital psychiatrique suite à ça. Et c'est là qu'elle a réalisé ce qu'elle avait fait. Les enfants adoptés ne sont pas les seuls à vouloir retrouver leur famille. Il y a aussi des mères. Celles qui sont réunies ici cherchent toutes leurs bébés adoptés dans les années 80. Mais le sujet reste tabou au Sri Lanka. Les autorités ne les aident pas et les tests ADN sont hors de prix. L'association de Sarah et Olivia tient une liste d'attente d'une centaine de femmes. Je ne pense pas que les Sri Lankais aient les moyens de faire un test ADN. Donc nos efforts et ceux d'autres adoptés qui ont fait un travail similaire sont très importants. Ce n'est qu'un début. Nous avons commencé avec 11 kits. Il y a 11 000 adoptés autour du monde. Il y a beaucoup à faire, mais il faut bien commencer quelque part. Avec ces bâtonnets, on prélève des cellules de peau pour en extraire l'ADN. Les résultats sont ensuite envoyés dans une base de données internationale. L'espoir, c'est que leurs enfants les cherchent aussi et qu'il y ait une correspondance entre leurs ADN. L'impression générale, c'est que ces mères ont donné leurs enfants volontairement. Beaucoup ne réalisent pas à quel point elles étaient sous pression. Soit on leur a pris légalement leurs enfants, ou elles ont été forcées à les donner, ou alors leur propre famille les a obligées à donner leur bébé. Elles avaient très peu à dire là-dessus, voire rien du tout. Cette femme raconte qu'elle s'est mariée très jeune, contre l'avis de ses parents. Quand son mari l'a quittée, elle était enceinte. Sa famille l'a forcée à abandonner son bébé. Je la cherche depuis à peu près 18 ans. Je ne sais plus exactement. Elle est née le 15 juin 1977. Elle s'appelle Anusha Kumari. Elle est née à la Castle Maternity à Colombo. J'ai pensé que même si je la donnais à ce moment-là, j'avais l'impression que je pourrais la revoir plus tard. J'étais démunie à ce moment-là. Je veux voir mon enfant avant de mourir. Parfois, le trafic allait carrément jusqu'au vol d'enfants, directement à la maternité. Cette femme cherche son premier bébé, un garçon né par césarienne. On lui a dit qu'il était mort. Quand j'étais encore dans la salle juste après mon opération, mon oncle les a vus emporter le bébé. Il est né en bonne santé. Il n'y avait pas de raison qu'il meure. On a pensé que quelqu'un a volé le bébé.
Plus tard, on a appris qu'il y avait des trafics à l'hôpital de Ratnapura, que les bébés étaient volés et donnés dans des pays étrangers. Vous êtes aussi né à l'hôpital de Ratnapura. Vous pensez qu'il y a une chance que vous ayez été volé? Il y a des chances, oui. Il y a beaucoup de possibilités par rapport à ce qui s'est passé. Mais comme Ratnapura est souvent cité en relation avec ces histoires d'enfants volés, c'est probable. Mais ce n'est pas la seule possibilité. C'est très injuste. C'est comme une loterie. Soit vous avez de la chance et vous trouvez, soit pas. Pour comprendre qui a falsifié ces papiers et comment, Olivia tente encore une piste. Retrouver Dawn de Silva, l'intermédiaire qui a organisé son adoption. Cette femme a disparu depuis des décennies. La rumeur l'a dit en Californie ou en Australie. Dans l'annuaire, nous trouvons bien une Dawn de Silva. L'adresse nous mène dans un quartier bourgeois de Colombo. Une voisine nous indique une maison. Finalement, de manière incroyable, nous tombons sur elle au fond du jardin. Nous la reconnaissons au premier coup d'œil. Dans un premier temps, elle nie être Dawn de Silva. Puis, face à l'évidence, finit par le reconnaître. Nous improvisons et filmons avec nos téléphones. Mais elle dit ne plus détenir aucun dossier de cette époque. Vous ne vous souvenez pas des noms? Non. Et vous n'avez pas de dossier? Non. Vous n'avez pas d'archives? Non. À part les dossiers, vous n'avez pas de papier de cette époque? Non, non. Quelque chose de ce genre, rien du tout? Non. Nous la confrontons à des photos, à des lettres qu'elle a envoyées. Mais elle ne se souvient d'aucun des bébés passés entre ses mains, ni d'Olivia, de Sandy, de Nathalie, personne. Toute ma vie, j'ai pensé que c'était vous, l'avocate. Oh non, non. Celle qui a organisé mon adoption et qui m'a volé à ma mère. Non, c'est pas de ma faute. Mais vous comprenez que pour ces enfants, maintenant, c'est très difficile. Parce qu'ils ne peuvent pas retrouver leurs parents biologiques. Je comprends, mais c'est pas moi qui allais prendre les enfants, ni leur certificat de naissance. Je ne sais rien. Moi, je les amenais juste au bureau de Maître Pereira, et ensuite, des parents venaient signer devant l'avocat, et voilà. Voilà, c'est tout. Mais les mères biologiques qui donnaient leurs enfants à l'adoption, vous les avez jamais rencontrées? Non, non, elles venaient avec les fournisseurs. Mais vous aviez des femmes qui n'étaient pas les vraies mères qui venaient signer les papiers? Pour ça, vous devriez demander aux fournisseurs. Ils faisaient tout. Mais vous n'aviez pas des fausses mères? Non, non, je n'ai rien fait dans le domaine de l'adoption. La discussion prend ensuite un tour surréaliste. Dawn de Silva affirme que son arrestation en 1987 était un coup monté, la vengeance d'un ex-mari jaloux. C'était tout inventé. Il n'y avait pas de ferme à bébé. J'ai été blanchie par le procureur général et grâce à ça, j'ai reçu mes visas. J'ai pu aller en Australie et aux États-Unis parce que j'étais pas impliquée, j'ai juste traduit. Mais vous n'avez pas organisé une ferme à bébé à Wadoua? Non, ça a été fabriqué de toutes pièces. C'était fabriqué? Oui, oui. Mais vous êtes allé en prison ou pas? J'ai été un petit peu de temps. Combien de temps? Une semaine environ. Et après, vous êtes sorti? Oui. D'après les articles de l'époque, une erreur de procédure lui aurait effectivement permis d'échapper à la prison. Elle s'est ensuite enfuie aux États-Unis et n'a l'air d'avoir ni remords ni regrets. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à tous ces enfants, tous ces bébés? Si vous aviez un message pour eux, qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Ils doivent avoir une vie heureuse là-bas, non?
Je pense que certains auraient fini dans les poubelles. Après, j'ai vu beaucoup de choses comme ça. Jetés à la poubelle au Sri Lanka? Oui. Vous pensez que vous les avez sauvés d'une mauvaise vie au Sri Lanka? Oui, une mauvaise vie. Pour Olivia, ces mots sont douloureux. Beaucoup de mères sont très tristes d'avoir perdu leurs enfants. Et tout ce qu'elles veulent, c'est de les retrouver avant de mourir. Est-ce que vous le regrettez? Je suppose, oui. Mais vous avez dû avoir une meilleure vie là-bas qu'au Sri Lanka. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ma vie aurait été ici. J'aurais été avec ma mère. Pendant toute ma vie, ma mère m'a manqué. Donc c'est très triste pour moi. Je comprends. Vous êtes vraiment sûr que vous ne vous souvenez de rien pour Olivia? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? J'espère qu'elle va retrouver sa mère. Au final, aucune information, aucune empathie non plus. Le lendemain, Dawn de Silva nous envoie un courriel avec les noms de ses fournisseurs de bébés. Mais la plupart sont morts, il n'y a plus de pistes à suivre. Elle nous menace et nous interdit de revenir. Nous essayons alors de la joindre par téléphone, mais son numéro n'est plus valable. Pour Olivia, c'est encore une porte qui se ferme après cette rencontre irréelle. Elle était un peu comme un fantôme. Un peu comme ma maman biologique en fait. On entend des choses, des rumeurs. Je pensais qu'elle avait gagné beaucoup d'argent, qu'elle avait dû se construire une très belle vie. Mais j'espérais qu'elle ne pourrait pas en profiter parce qu'elle avait mauvaise conscience. C'est ce qui me semblait juste. Vers la fin de la conversation, je crois que j'ai un peu laissé sortir mes émotions. Je me sentais très en colère. En colère, dégoûtée. Pourquoi? Parce qu'elle a influencé tellement de vies, si profondément. Elle n'a pas réalisé ou n'a pas voulu réaliser ce qu'elle avait fait. Ça ne l'a pas affectée. Cinq semaines plus tard, nous retrouvons Nathalie à Romont. Elle a reçu le résultat du test ADN. Il est positif. Il s'agit bien de sa mère biologique. J'ai eu pour la première fois de ma vie les épaules qui se sont relâchées, la respiration qui va mieux, la digestion qui va mieux. Je crois que c'est un ensemble finalement. Parce que sans être consciente de tout ça, pour moi, le corps se souvient quand même et mémorise des choses. Et il y avait énormément de tensions qui ont pu se libérer finalement. Je me sens aussi extrêmement reconnaissante et chanceuse parce que je connais d'autres personnes qui ont fait ces recherches, qui pensaient que retrouver leur mère biologique et finalement ça a été un résultat négatif. Et là, c'est dur, c'est extrêmement dur. Donc je sais la chance que j'ai. Et pour mes enfants, qui quand même arrivent à un âge où ils me posent des questions, j'hésitais un peu à leur répondre à certaines choses, vu que je n'étais pas sûre. Donc là, ça change la donne. Maintenant, je peux y aller, je peux leur dire, on va pouvoir aller là-bas quand ils seront prêts. Voilà, je pense que c'est extrêmement important qu'ils connaissent. Ils n'auront pas à faire tout ce travail que j'ai fait,
finalement. Tout ce travail de recherche, toutes ces questions sans réponse, ils les auront. Et pour leur propre identité, c'est extrêmement important. Olivia, elle, continue sa recherche. Elle se sent bien au Sri Lanka et souhaite y retourner le plus souvent possible. Mais contrairement à Sarah et Nathalie, elle ne se voit pas pour l'instant fonder une famille. Je ne pense pas que j'aurai des enfants un jour. Je sais que pour certains, ça a été très bénéfique de créer ses propres racines. Mais je ne me sens pas prête à être mère. Parce que d'abord, je dois soigner le petit enfant blessé qui est toujours en moi. Salut, ça va? Cette douleur, le sentiment d'être déracinée, Sarah la porte aussi. Mais elle ne regrette pas d'avoir affronté son passé. Au quotidien, elle trouve du réconfort dans son métier de sage-femme. Tout d'un coup, à 12 ans, je ressenti tellement fort que ça, c'est ma profession. Rétroactif, aujourd'hui, oui, c'était une manière de me soigner, d'accompagner les mamans et leurs bébés. C'était toujours en secret pour moi, cette relation maman-bébé. Mais vous avez encore l'espoir de retrouver votre maman biologique? Oui, j'ai l'espoir, mais on doit trouver une bonne balance, que ça ne change pas en une obsession. Parce que j'ai quand même ma vie, j'ai ma famille, mes enfants ici. Et sur l'autre côté, comment tu peux arrêter à chercher ta famille? Je pense, oui, l'espoir, ça reste toujours.